Vous êtes sur la Panafricaine Média 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver dans cette émission, le débrief, pour décortiquer ensemble l'actualité africaine. Dans un contexte régional marqué par la multiplication des crises politiques, le Bénin, longtemps présenté comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, a été secoué par une tentative de coup d'État récemment déjouée. Cet épisode, qui a surpris une grande partie de la population, soulève de nombreuses interrogations. Comment le Bénin peut-il préserver durablement sa stabilité politique après cette tentative de coup d'État, tout en renforçant la sécurité, l'état des droits et la confiance du peuple dans ses institutions? Élément de réponse en première partie d'émission. En Côte d'Ivoire, le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara, réélu à l'issue de la présidentielle du 25 octobre 2025, a prêté serment le 8 décembre dernier au palais présidentiel en présence de près d'une dizaine de chefs d'État africains. Quel nouveau défi aujourd'hui pour le 4e mandat du président Alassane Ouattara? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Didier Londo, vous êtes président du réseau des jeunes béninois de la diaspora. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci pour l'invitation également. Et juste en face de vous, Joël Nathan Ombago, vous êtes analyste politique. Merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Merci Régis, c'est toujours un plaisir. Monsieur Londo, je vais démarrer avec vous pour cette première partie d'émission. Je le disais dans mon introduction, nous allons aller au Bénin avec cette tentative de coup d'État déjoué qui a échoué. Tout d'abord, que vous inspire justement ce coup d'État déjoué au Bénin le 7 décembre dernier? Alors, que m'inspire le coup d'État? Je pense qu'un bon patriote, un bon béninois, pour rester correct, on va dire tout simplement qu'on est déçu. On est déçu par le comportement de personnes qui ont prêté serment sous un drapeau, qui aujourd'hui ils ont souillé par leur acte. Mais heureusement qu'il y a d'autres qui, comme eux, sont restés fidèles à ce serment et qui ont su redonner à la nation ce qu'elle voulait, qui ont su préserver la stabilité du pays. Justement, d'ailleurs, un message souligné par le président Patrice Talon qui a, entre guillemets, félicité un peu cette armée qui est restée républicaine et qui allait justement au bout de ce serment. Je reste avec vous, Monsieur Londo. On parle de l'insécurité dans certaines zones du Bénin ou encore une mauvaise gestion de la vie sociale au Bénin. C'est en tout cas les arguments avancés par les putschistes pour justifier ce coup d'État qui a justement été déjoué. Est-ce que ces raisons sont-elles justifiées? Alors, d'entrée de jeu, il faut dire qu'aucune raison, rien ne peut justifier un coup d'État. Parce que le coup d'État n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais la solution à des problèmes auxquels un État est confronté. Exactement. Alors, ceci dit, quand on revient sur les raisons évoquées par les putschistes, c'est peut-être des faits. Mais je dirais tout simplement, c'est de l'opportunisme. Quand on nous parle de la situation sécuritaire dans le nord du Bénin, c'est une réalité. Le Bénin, tout comme beaucoup de pays de la sous-région, est confronté au terrorisme. Mais Dieu merci, encore aujourd'hui, le niveau d'exposition du Bénin à l'hydroterrorisme n'est pas encore comme celui des pays du Sahel. Aujourd'hui, on assiste à des incursions sporadiques de ces terroristes-là sur notre territoire. Ils s'en prennent à nos forces armées, souvent à l'improviste, qui sont dans leur camp. Mais cela ne constitue pas aujourd'hui une raison valable pour des soldats pour reprendre le pouvoir. Bien au contraire, quand des soldats se sentent préoccupés par la situation sécuritaire, leur rôle justement c'est d'aller au front et d'aller assurer la sécurité de la nation. On parle de déstabiliser l'État. Et je vais plus loin quand vous passez le motif de la sécurité. Ils ont évoqué pas mal de motifs. Ils vous disent par exemple que le chef de l'État fait la promotion d'un certain nombre de cadres qui ne seraient
pas selon eux méritants. Mais je tiens à rappeler que c'est dans les prérogatives du chef de l'État de choisir qui il veut, qui lui inspire confiance. Et ils font notamment allusion au second, hein, le second, le numéro 2 de Talon, quand il parle justement du choix de façon un peu très sélective des personnes que le président placerait avant justement de laisser le pouvoir. À qui font-ils allusion ? Alors, je ne suis pas dans leur tête, je ne souhaite d'ailleurs pas l'être pour savoir à qui ils font allusion, mais je pense que constitutionnellement, nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est dans les prérogatives du chef de l'État de choisir qui il veut pour occuper les fonctions qu'il souhaite. Ils vont plus loin, ils nous parlent de la subvention, de la suppression de la subvention accordée aux dialysés, pour le traitement des dialysés. Pensez-vous que c'est une raison pour aller faire un coup d'État parce que l'État a décidé de consacrer le budget qui était alloué à la subvention des personnes dialysées à d'autres choses? Pensez-vous que ça pourrait être un motif de coup d'État? Aujourd'hui, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'aujourd'hui, le Bénin a le centre hospitalier, je dirais, le plus en avance de la sous-région. En 10 ans, on a construit ce qu'on appelait le CHIC, le centre hospitalier international de Calavi, je pense, si la définition est bonne, où vous trouvez le matériel de haute technologie qui sont vraiment en avance, exactement ce que vous trouvez dans les pays occidentaux. Et l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, nous puissions limiter les évacuations sanitaires qui coûtent une fortune à l'État. Donc, quand on essaye de restructurer l'utilisation du budget et qu'on vienne nous dire que c'est des motifs pour faire des coups d'État, je pense que notamment derrière, ce ne sont pas des motifs justifiés, selon vous. Non seulement les motifs ne sont pas justifiés, mais je l'ai dit et je le répète, rien ne justifie évidemment la prise de pouvoir par la force. On aura l'occasion de revenir sur les nombreux points que vous avez soulignés dans votre argumentaire, Monsieur Londo. Monsieur Ombago, c'est vrai qu'on a tous vu la situation qui s'est déroulée au Bénin. Tout de suite, il y a eu la réaction du président Patrice Talon. On a vu le ton ferme qu'il a utilisé. Quelle analyse déjà faites-vous de cette déclaration du président Patrice Talon? Alors déjà, c'est à féliciter. On félicite la réaction de l'homme, mais surtout la sérénité. Qu'est-ce qu'on félicite? C'est surtout la sérénité et le calme de la personne. Généralement, quand on est secoué par ce genre d'événements, il y a certaines réticences, on hésite de prendre la parole tout de suite, mais lui, il s'est tout de suite affiché devant les populations, il a marqué le fait qu'il n'est pas d'accord, qu'il ne sera jamais d'accord, mais on comprend que l'homme est véritablement un technocrate, parce que sa réaction est une réaction de chef d'État. Pas d'abord une réaction de personne ou d'individu ou d'un béninois lambda, c'est la réaction d'un chef d'État. Il est venu pour rassurer la population sur le maintien de l'ordre, sur le maintien du processus électoral qui était déjà en cours. Donc tout de suite, il vient rassurer sur le fait que les populations peuvent avoir confiance dans le système, dans la gestion du système. Et ça reste vraiment à louer, quoi. Alors, c'est le troisième coup d'État sous Patrice Talon qui a été déjoué. Justement, Monsieur Londo est revenu sur les raisons évoquées par les putschistes. Comment aujourd'hui comprendre qu'en Afrique, de façon un peu plus générale, les coups d'État sont perçus, vous me direz, Monsieur Ombago, comme étant une forme d'alternance politique ou simple prise de pouvoir avec des objectifs un peu flous de ce qu'on a pu observer aujourd'hui? Parce que le président Patrice Talon n'a pas dit qu'il se maintenait au pouvoir. Au contraire, il prône une démocratie qui a toujours été le fer de lance du Bénin. Aujourd'hui, mon cher Ombago, ces coups d'État à répétition, simplement une prise de pouvoir avec des réels objectifs ou pas du tout? Ok, le cas du Bénin quand même vient faire une grande différence parce que, tu l'as précisé tout à l'heure, le président Talon ne cherche pas à se maintenir au pouvoir. Il a tout fait justement pour que le processus électoral et que le respect de la Constitution soit maintenu. Donc, c'est déjà pas une raison. On a le cas dans certains pays africains où on a vu les chefs d'État, les systèmes se maintenir et parfois en essayant de braver l'ordre constitutionnel. Ça, c'est un fait.
Mais le fait ne se justifie pas dans le cas du Bénin, par exemple. Donc, nous posons la question, est-ce que finalement ce n'est pas un nouveau jeu? Quand je dis un nouveau jeu, c'est-à-dire que l'on se dit, bon, tout de suite on ne veut plus du président, on fait un coup d'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Bénin n'a pas une instabilité politique. Exactement. N'a pas une instabilité politique. Et il a parlé tout à l'heure de l'instabilité sécuritaire qui est, comment ça s'appelle, qui va de manière ponctuelle dans le nord du pays. Donc, c'est de manière ponctuelle, ce sont des agressions qui encore se gèrent jusqu'à maintenant de manière assez calme. Donc, il n'y a rien qui justifie à l'armée de vouloir prendre le pouvoir. Et même si l'armée veut agir, c'est sur le terrain. C'est le rôle de l'armée. Défendre le territoire, défendre les frontières. Donc, si l'armée veut agir, c'est sur le terrain et pas au palais. Ça, c'est déjà un fait. La deuxième chose, c'est que le trouble à l'ordre constitutionnel n'est pas seulement un coup d'État militaire, mais c'est un coup d'État contre les populations. C'est un coup d'État contre la souveraineté du pays. Parce que la preuve, c'est que lorsque vous réussissez un coup d'État, la première chose qui se passe, ce sont les sanctions. Donc, vous créez un problème à la nation. Lorsque vous faites un coup d'État, vous créez un problème à la nation, le pays aura du mal à aller vers les investisseurs. Ça veut dire qu'on paralyse tout un pays sans se rendre compte, sous des prétextes de loyauté, sous des prétextes de patriotisme, mais qui sont souvent, quand on vérifie, très faux. Il y a deux questions évidemment, Monsieur Lando. L'aspect économique a été soulevé dans l'argumentaire de notre ami Joël Nathan ici. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est au vu de ce coup d'État, qu'est-ce que cela révèle concrètement au niveau de l'armée béninoise? Et sur le volet économique, est-ce que justement tout ça, ça peut un peu troubler le secteur économique béninois quand on sait déjà tous les efforts qui ont été consentis et toutes les réalisations qui ont été faites par le président Talon et son gouvernement? Vous savez, nous venons de loin. Le Bénin vient de très loin. Et nous savons d'où nous venons. Nous savons à quoi nous avons goûté durant ces 10 dernières années. Et pour rien au monde, on ne permettra un retour en arrière. Les Béninois ont consenti beaucoup de sacrifices aujourd'hui pour en arriver là. C'est un fait de dire qu'aujourd'hui, sur le plan économique, le Bénin est prospère. Exactement. Je n'ai plus les statistiques en tête, mais je pense que le Bénin vient en 3e ou en 4e position des pays qui ont comment on appelle... le chiffre de croissance le plus élevé. J'ai vu les statistiques récemment. Je vous rappelle que le Bénin n'a aucune ressource. On n'a pas de pétrole, on n'a pas d'or, on n'a rien. Le Bénin est un pays qui évolue essentiellement avec les recettes fiscales et, soit dit en passant, un pays producteur de coton. Si vous avez été à Cotonou il y a de cela 5-10 ans et si vous redescendez à Cotonou aujourd'hui, ça se voit sur le plan des infrastructures. On voit comment les choses se passent. Aujourd'hui, on voit les marchés qui sont construits, on voit les hôpitaux. Donc, le changement est palpable. Donc, aujourd'hui, sur le plan économique, je pense qu'on ne pourrait pas nous dire que tout n'est peut-être pas rose, mais qu'on nous dise qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui justifieraient un putsch. Moi, je pense que c'est des opportunistes. Tout simplement parce que ça a marché ailleurs, ça va marcher ici. Et c'est peut-être le risque qu'on court tous dans la sous-région, le fait qu'on ait vu des coups d'État prospérer dans d'autres pays. Ça a installé une forme de jurisprudence. Voilà, ça a installé une forme de jurisprudence. On se dit, il faut gommer le président qui est là, la CEDEAO va faire du bruit pour 2-3 jours. Et après, la population va nous suivre, on va s'adapter. Mais les Béninois savent d'où ils viennent. Les Béninois ont conscience des sacrifices qu'ils ont consentis jusque-là, aujourd'hui, et pour rien au monde, ils ne permettraient à ce qu'on soit ramené en arrière. Comme j'aime le dire, le Bénin est resté debout hier, aujourd'hui, et on le restera. Et pour nous, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on est en face d'un président qui ne veut pas rester au pouvoir. Nous sommes à moins de 6 mois d'une élection présidentielle. Exactement. Si aujourd'hui on a un putsch, mais la jurisprudence est dans la sous-région, on va aller sur 5-10 ans sans faire des élections sous prétexte qu'il y a un problème sécuritaire qu'il faut régler, qui ne sera jamais réglé, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je pense que c'est au-delà même d'une tentative de déstabilisation de l'État, c'est une tentative d'arracher au peuple béninois sa fierté. Parce qu'aujourd'hui,
qu'on se le dise. C'est vrai que le coup n'a pas marché, mais on est sous le choc, on se sent humilié. On a failli nous hisser au rang de pays instables, alors qu'aujourd'hui, ce que nous vendons, c'est notre démocratie, c'est notre stabilité. Et on l'a dit, nous sommes une école de la démocratie pour la sous-région. En 1990, la conférence des forces vives de la nation est partie du Bénin, et c'est du Bénin que toutes les autres nations de la sous-région se sont inspirées. Et depuis, aucun président n'a essayé de réviser une constitution pour se maintenir au pouvoir. Et vous l'avez vu, même la dernière révision intervenue au Bénin, à aucun moment on a touché au mandat du président, et bien au contraire, on a dit, et c'est inscrit, que de sa vie, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Donc si vous voulez faire 3 mandats, c'est qu'il va falloir renaître dans une seconde vie. Non, voilà. On a réellement soulevé, je reviens à vous, monsieur Lando, c'est vrai, Joël Nathan, concrètement, comment le gouvernement béninois compte-t-il renforcer la protection notamment des sites aussi stratégiques, parce qu'on a vu que dans le communiqué des putschistes, il y avait potentiellement ces points qui ont été évoqués. Et comment renouer encore même la confiance entre civils et forces armées, qui est potentiellement fragilisée aujourd'hui avec ce qu'on a pu voir le 7 décembre dernier. Alors, je pense que le jeu est quand même ambivalent, parce que justement, il y a une certaine confiance. Et le chef de l'État a relancé la confiance aux militaires. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a 2 vidéos, il y a la vidéo officielle, mais il y a une vidéo où il est avec les militaires et il dit « Je suis fier de vous, je suis fier de ce que vous avez respecté votre mandat, vous avez respecté votre serment ». Et donc, en faisant ça, le chef d'État a relancé la confiance en les militaires, disant au peuple qu'il y a des gens qui sont de notre côté, il y a des gens qui respectent leur serment. Donc je crois que en faisant ça, il a relancé du point de vue de la population la confiance. Maintenant, c'est des militaires de se rappeler de tout ce qu'eux ils ont cité, parce que c'est aussi une erreur. Ils ont cité les points qu'ils allaient attaquer, et de se positionner pour sécuriser ces endroits-là. Nous sommes dans le processus d'une organisation d'élection présidentielle. Il faudrait mettre toutes les institutions en sécurité, et puis Est-ce qu'à un moment donné, parce que c'est vrai qu'on a évoqué le point, est-ce qu'aujourd'hui, l'une des grosses craintes aussi, je pense que vous l'avez soulevé, c'était potentiellement un trouble ou une instabilité, notamment avec, vous l'avez souligné, encore dans 6 mois, il y a une élection, l'enjeu est là. Est-ce que ça aussi serait potentiellement un petit peu troublé, cette élection présidentielle? Voilà pourquoi je dis que dans le cas du Bénin, quand même, contrairement à certains pays, c'est vrai qu'aucun coup d'État ne se justifie, mais dans le cas du Bénin, c'est encore plus grave, parce que nous sommes sur une voie normale pour l'organisation d'élections présidentielles auxquelles le président sortant ne se présente pas, et donc il y a un respect total de la Constitution dans cette organisation-là. Donc ce coup d'État-là, ce coup d'État qui a été déjoué est quand même assez grave. C'est une atteinte même à la dignité du pays. Et on l'a dit tout à l'heure. Et l'autre chose, c'est que c'est pour ça que j'ai dit que le président Talon a réagi comme un chef d'État et non comme un homme. Parce qu'il réagit comme un chef d'État en ne parlant même pas d'une suspension ou d'un retard des élections. Si ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait dit il y a une crise sécuritaire, on va prolonger ou on va renvoyer les élections dans 1 an, dans 2 ans. Non, il dit les instances continuent à travailler parce qu'ils ont reçu, je crois il y a quelques jours, les différents partis politiques qui doivent participer au présidentiel et au local, etc. Donc le président dit on continue le processus. On sait tous que chez nous, ça aurait été autre chose. Et c'est pour ça que je dis qu'il a réagi non seulement comme un technocrate, mais comme un vrai chef d'État. Alors c'est vrai que la réaction justement du président Talon a été très saluée aussi bien par les Béninois que par la communauté africaine ou encore internationale en l'occurrence. Justement, en parlant de cette communauté africaine, l'intervention, on a vu également le président Talon a sollicité l'intervention des pays frères comme la Côte d'Ivoire ou le Nigeria qui a tout de suite réagi. Cette intervention était-elle nécessaire et comment justement vous l'avez accueillie aujourd'hui? Alors, il faut dire que cette intervention était nécessaire et cette intervention est d'ailleurs, je vais dire, la preuve du patriotisme de nos forces de l'ordre parce qu'en fait, il faut recontextualiser les choses. Le Nigeria n'est intervenu qu'en fin de journée parce qu'avant que le Nigeria n'intervienne, nos forces de l'ordre avaient déjà mis en déroute les putschistes qui après se sont retranchés
dans le camp militaire de Togbe, qui est à quelques kilomètres du centre-ville. Donc ils y étaient là, et face à eux, il y avait les forces loyalistes. Donc soit on engageait un combat pour les déloger, soit on trouvait une autre manière. Et la hiérarchie a estimé que non, le camp se trouve quand même dans une agglomération où il y a des populations. Donc si on enclenchait un combat, il y a de forts risques que nous puissions arriver à faire des victimes civiles. Et c'est là qu'on a fait appel à l'armée nigériane, qui est venue en fait pour des frappes ciblées au sein du camp afin de neutraliser les putschistes. Et c'est bien après que la CEDEAO, dans le cadre de l'activation de sa force en attente également, a fait venir un certain nombre de troupes pour appuyer les forces armées béninoises dans le maintien de la situation. Alors il y a aussi une crainte, je vais vous laisser justement aborder le sujet avant de donner la parole à Joël Nathan. Ces putschistes ont été justement arrêtés. On n'a pas encore officiellement parlé d'un procès et ce qui va suivre, mais est-ce qu'on peut s'attendre, au vu justement de la sagesse du président Talon, à un procès mais vraiment transparent et équitable? Non, je pense même que le procès transparent et équitable ne découle pas de la sagesse du président Talon. Aujourd'hui, le Bénin est un pays debout avec des institutions qui fonctionnent. Nous avons une tentative de déstabilisation de l'État. Ça entre dans un certain casier forcément du code pénal. Et ceux-là seront jugés en toute transparence. Donc, le Bénin n'est pas un État, excusez-moi, un État totalitaire où on va passer au poteau des putschistes sans jugement. Non, sûrement, le président l'a dit, ça ne restera pas impuni. Ça ne restera pas impuni. Donc forcément, on aura un procès équitable, on aura un procès transparent, où voilà, ils auront droit à la défense, et puis en toute liberté, vraiment, la justice aura prononcé une sentence sans aucune pression ni intervention de l'État en place. Mais pour le citoyen que j'ai su, j'espère que la sanction sera exemplaire et qu'elle découragera toute tentative nouvelle justement de prendre le pouvoir par la force. En quelques mots, Joël Nathan, parce que nous arrivons au terme de cette première partie d'émission, on a parlé des progrès du Bénin, et c'est une réalité, c'est palpable, les faits sont là, c'est tangible. On voit également que sur le plan économique, M. Lando est revenu largement là-dessus, mais il y a le volet social aussi qui est là, il y a surtout le volet culturel, quand on voit que le Bénin aujourd'hui est devenu aussi une plaque tournante aussi de la culture africaine, avec beaucoup d'événements qu'on organise. Comment aujourd'hui, parce qu'on l'a souligné aussi, c'est la troisième tentative de coup d'État sous l'ère Patrice Talon, qu'est-ce qu'on reproche concrètement au président Talon? Et potentiellement, M. Lando nous dira aussi quelques mots avant de clore cette première partie d'émission, mais en quelques mots, qu'est-ce qu'on reproche au président Talon, un président qui travaille? Moi, je pense que ce que l'on reproche au président Talon et qui ne tient pas du tout, c'est le fait que ce soit vraiment un technocrate. Et c'est-à-dire que, à la fois dans sa gestion des institutions, dans sa gestion du système, dans son travail, il reste un technocrate. Nous sommes habitués en Afrique à avoir des chefs d'État ou des hommes d'État qui sont d'abord des populistes. Et ce n'est pas son cas. Il n'est pas un populiste, c'est un chef d'État qui sait ce qu'il a à faire. On a les preuves. L'économie avance, les infrastructures avancent. C'est ça le rôle d'un chef d'État. Faire fonctionner l'État. Les institutions fonctionnent. C'est le rôle d'un chef d'État. Donc, est-ce qu'il est chaleureux avec les populations? Ce n'est pas le rôle d'un chef d'État. Encore qu'il est. Voilà. Est-ce que c'est l'ami de X, l'ami de Y? Ce n'est pas le rôle d'un chef d'État. Donc, les populations sont aussi habituées, et ce ne sont même pas les pauvres populations, parce qu'aujourd'hui, on voit que ce ne sont pas les populations. Si 3 coups d'État ont échoué, ça veut dire qu'en réalité, derrière l'homme, derrière l'institution, il y a des gens qui sont loyaux, il y a des gens qui sont patriotes et qui savent qu'il y a de vraies raisons de maintenir un système qui fonctionne. En quelques mots, M. Lando, vraiment en quelques mots, parce qu'il nous reste 1 minute pour clore cette... Très rapidement, il faut dire les choses simplement. Talon a bousculé beaucoup d'intérêts.
Parce que dès que le président Talon a pris le pouvoir, il a fait du Bénin sa priorité. Ce qui fait que les petites combines, les petites magouilles, cette manière de fonctionner qui permettait aux uns et aux autres de vivre sur le dos de l'État, ça ne marchait plus. Depuis que le président Talon est là, il n'y a pas eu un mois où les fonctionnaires n'ont pas eu leur salaire. Tous les travailleurs ont leur salaire. Tous les artisans béninois ont des marchés sur lesquels ils travaillent. Maintenant, lui-même il le dit, quel argent ne circule plus? C'est l'argent du détournement, c'est l'argent de la corruption qui ne circule plus. Et cet argent qui ne circule plus, ça sert à quoi? Ça sert aux infrastructures que nous voyons, qui est palpable. Donc, je pense que les mécontents, c'est ceux-là qui étaient habitués à un certain système, qui étaient habitués à un certain confort, où la carrière politique était la carrière qui vous rendrait millionnaire, où vous vivez grassement sur le dos de l'État. Mais aujourd'hui, on a une certaine rationalisation de la gestion de la chose publique qui fait que forcément, ceux qui ne mangent plus et qui n'avaient appris à rien faire à part détourner les deniers publics sont fâchés, mais comme à leur détriment, ou je ne saurais quoi dire, le pays va continuer à prospérer parce que le plus important, c'est l'intérêt de l'État. Et vous l'avez vu, le président Patrice Talon a eu à prendre des décisions très difficile pour lui sur le plan personnel. Exactement. Il a eu à se séparer de gens très proches de lui, justement parce que pour lui, le pays passait avant ses proches. L'État, le Bénin passait avant ses proches, avant ses propres intérêts. Et rassurez-vous, hier, le président Talon, au lendemain d'un coup d'État, il était dans les rues de Cotonou, avec les populations et sans char ni militaire qui le gardait. Il était au contact direct de la population. Et c'est comme on a dit, c'est un président. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas meilleure preuve pour dire que on est tranquille et que la population n'a demandé à aucun militaire de venir le sauver de quoi que ce soit. On est bien tel qu'on est, on veut rester tel qu'on est. Exactement, monsieur Landon. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission après le Bénin, cap cette fois-ci en Côte d'Ivoire. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, je vous l'annonçais, nous allons nous rendre du côté de la Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara a prêté serment pour un 4e mandat. Joël Nathan, justement, le président Alassane Ouattara prête serment pour un 4e mandat. On parle aujourd'hui des défis qui attendent aujourd'hui le président Ouattara. Alors, défis... Le défi majeur du président Alassane Ouattara, c'est un défi politique. C'est-à-dire, je crois que dans sa gouvernance, c'est le point marquant. C'est-à-dire, c'est voir une sorte d'alternance politique, pas seulement du point de vue présidentiel, mais du point de vue des institutions, du système. Je crois que c'est peut-être là où le bas blesse un peu. Parce que du point de vue économique, la Côte d'Ivoire se porte bien. Il faut l'avouer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devient un pôle même du point de vue culturel en Afrique. Donc, du point de vue fonctionnel, économique, culturel, la Côte d'Ivoire ne présente pas de grands problèmes. Mais du point de vue économique, il y a trop de tensions depuis 2020, depuis sa réélection en 2020. Il y a trop de tensions autour de l'homme, autour du système politique. Et je pense que c'est ça. Il faut apporter vraiment une réelle accalmie. Voilà, une réelle accalmie et peut-être essayer de tourner les institutions autrement. D'accord. Alors, les Ivoiriens expriment des attentes fortes, mon cher Landon, notamment en matière de stabilité et de prospérité. Il vient également de le souligner. Selon vous, quelles sont les urgences aujourd'hui pour ce nouveau mandat? Moi, je pense que l'urgence pour ce nouveau mandat de Ouattara, c'est de réunir la Côte d'Ivoire. C'est de réunir les Ivoiriens autour de la Côte d'Ivoire et de faire de la Côte d'Ivoire l'essentiel. Je pense que la Côte d'Ivoire a longtemps été divisée. Depuis la crise de 2011, la Côte d'Ivoire ne s'est pas encore retrouvée. La Côte d'Ivoire ne s'est pas encore réconciliée. Et moi, je pense que l'urgence, c'est vraiment de réunir les Ivoiriens autour de la Côte d'Ivoire et de réconcilier les Ivoiriens avec eux-mêmes. Parce que, vous le disiez tout à l'heure, sur le point de vue du développement, il y a pas photo. La Côte d'Ivoire est sur une lancée et ça va continuer sûrement. Sur le plan de vue du développement économique, le niveau de vie et tout, je ne suis pas ivoirien, mais je suppose quand même que de ce qu'on voit d'ici, ça va. Mais sur le point
de l'union, sur le point de l'apaisement. Vous savez, la paix, ce n'est pas forcément l'absence de guerre. Ouais. Je pense qu'il y a, à un moment donné, il faut réunir les Ivoiriens, il faut les rassembler, il faut pacifier, surtout le paysage politique, parce qu'aujourd'hui, en fait, les véritables tensions en Côte d'Ivoire se trouvent au niveau du paysage politique. Et pour moi, c'est là qu'il faut agir, il faut tendre la main à l'opposition, il faut tendre la main à toutes les tendances, afin que, voilà, ensemble, la Côte d'Ivoire continue à être ce merveilleux pays qu'on apprécie. D'ailleurs, ils ont un slogan, la Côte d'Ivoire unie et indivisible. Donc je pense qu'effectivement, c'est aussi le leitmotiv du président Ouattara. Lors de son discours, évidemment, il y a eu un message adressé aussi à la jeunesse ivoirienne, pas de façon directe, mais c'était de façon sous-entendue, en adressant évidemment cette invite à la jeunesse ivoirienne. Alors, on rappelle que près de 70% de la population ivoirienne est jeune. Comment le gouvernement peut-il aujourd'hui répondre à la pression croissante de l'emploi, l'éducation et potentiellement de l'entrepreneuriat ? Alors, comme je disais tantôt, la Côte d'Ivoire est un pays qui fonctionne économiquement parlant. Donc, profiter de ce gap économique-là pour créer des systèmes qui permettent non seulement l'entrepreneuriat, qui permettent aussi aux jeunes d'intégrer facilement les structures, voilà, renforcer aussi les coopérations pour revenir. Mais pour que tout ce système-là fonctionne correctement, il faudrait effectivement que du point de vue politique, il y ait de l'apaisement. Parce que justement, quand il y a trop de divisions, de dissensions, de problèmes au sein de l'appareil étatique, ce qui fait que même les investisseurs ont du mal à s'introduire, les investisseurs ont du mal à venir. Et donc, on ne peut pas proposer des solutions à la jeunesse qui frappe à la porte de l'emploi, à la jeunesse qui veut entreprendre. Donc, je pense que régler le problème politique est quand même important. Et comme il a parlé tout à l'heure de réconcilier les Ivoiriens, moi je crois que les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est un pays fier. Les Ivoiriens sont des personnes fières. Si on leur donne le bon message, ils peuvent revenir à de meilleurs sentiments et apaiser le bon message, ça passe par quoi selon vous? Le président Alassane Ouattara l'a toujours dit, c'est quelqu'un de très ouvert à la communication, à la cohésion. Potentiellement, les actions qui ont été installées ou les paroles qui ont été dites, est-ce que ça a été, selon vous, potentiellement insuffisante aujourd'hui pour essayer d'aller vers cette réconciliation tant soulignée sur ce plateau? Alors, le problème de la Côte d'Ivoire actuellement est un problème, c'est une blessure. C'est comme on dit, une plaie qui est restée un peu ouverte. Depuis les événements que l'on connaît en 2011, on est encore en train de chercher qui étaient les coupables, qui avait raison, qui avait tort. On ne doit plus être à ce niveau. On doit se dire, nous avons passé un cap, nous avons eu des difficultés, maintenant, pensons à la Côte d'Ivoire d'abord. Pensons au bien-être des populations d'abord, pensons à une cohésion sociale d'abord. Si on oublie ça, on laisse, parce que c'est aujourd'hui la manipulation qui se passe sur le jeu politique. C'est-à-dire que non, mais n'oubliez pas que, n'oublions pas qu'en 2011, tel avait gagné, tel n'avait pas gagné. C'est le grand piège qu'il y a en ce moment. Il faut mettre ça de côté. Il faut mettre ça de côté et dire aux populations, nous avons avancé. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut retenir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est la question à se poser. Et le président Alassane Ouattara aussi doit penser à une succession. Je pense que son grand problème, c'est qu'aujourd'hui, même au sein de son parti, il ne voit pas de succession. Il doit travailler dessus. Il a encore le temps pour ça. Voilà, il doit travailler dessus. Ouais. Mais quand on dit préparer une succession, ce n'est pas seulement préparer quelqu'un pour nous remplacer, c'est préparer le système à vivre après l'homme. C'est surtout ça. Alors, il y a l'aspect également qui a été souligné. C'est vrai que le président Ouattara aussi a brillé, vous l'avez encore souligné, par une diplomatie aussi sous-régionale qui a été soulevée. On a vu tout à l'heure en première partie d'émission, on parlait de la Côte d'Ivoire qui a justement répondu présent à l'aide sollicitée par le président Patrice Talon. Alors, face à un contexte justement des menaces terroristes dans le Sahel et les défis des frontières, quelle stratégie justement la Côte d'Ivoire doit-elle consolider pour garantir la sécurité du territoire? Ça a déjà été le combat, le fer de lance du président Alassane Ouattara avant justement de prêter serment à nouveau. Alors, sur le plan sécuritaire, je ne suis pas militaire, spécialiste de la sécurité, mais je pense tout simplement que ce qu'il y a lieu de faire en dehors de la Côte d'Ivoire, de façon générale, c'est qu'il faut que la sous-région, qu'il y ait une meilleure coordination de la sécurité
sur le plan sécuritaire et surtout de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Pour revenir, une parenthèse, à l'exemple du Bénin, le véritable problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une coordination dans la lutte entre le Bénin et les pays frontaliers que représentent le Niger et le Burkina Faso. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le président Ouattara a un certain leadership naturel, en ancienneté de mandat comme en âge dans la sous-région. Donc je pense qu'il peut permettre de cette fédération-là des efforts. Et si vous le permettez, pour revenir un peu sur le point de l'emploi des jeunes. Vous savez, l'emploi des jeunes, je pense que c'est le problème auquel tous les pays sont confrontés. Exactement. Tous les pays du monde, je vais dire, sont confrontés. Donc le plus important, ce n'est pas d'offrir de l'emploi aux jeunes, mais c'est de créer les conditions pour qu'aujourd'hui les jeunes puissent s'en sortir en se débrouillant, en entreprenant, qu'ils puissent s'en sortir. Et je reviens sur une actualité récente, je pense que c'était avant-hier, ou en tout cas ces derniers jours en Côte d'Ivoire, où une mesure a été prise pour interdire la circulation des motos de 2 roues dans le plateau, dans un quartier UP de la Côte d'Ivoire, alors que les motos représentent une source de revenus pour une majorité de jeunes qui font de la livraison. Donc je pense qu'aujourd'hui, nos États aussi doivent adapter leurs choix, leur politique de gouvernance à nos réalités. C'est vrai qu'on a envie d'avoir un centre-ville propre, un centre-ville débarrassé des motos, de leur bruit et tout, mais aussi il ne faut pas oublier que c'est un moyen de subsistance pour une certaine classe, et quand vous mettez ceux-là au banc, vous créez de nouveaux chômeurs, donc potentiellement une autre tension sociale dont on pourrait se passer. Voilà. Justement, je reviens sur vous, Monsieur Ombago. On a parlé, vous avez parlé justement du point qui devient, on va dire, le point crucial justement de ce 4e mandat du président Alassane Ouattara, c'est de revenir, vous avez parlé sur l'aspect purement et simplement politique. Comment le président peut-il garantir un espace politique ouvert et protéger la liberté de la presse, parce qu'à un moment donné, il y avait des tensions aussi à ce niveau, et de favoriser un dialogue crédible avec l'opposition. Et potentiellement, est-ce que l'opposition aujourd'hui est ouverte à un dialogue ? Alors, merci. Je vais commencer par la fin de la question. C'est la première grande question à se poser. Est-ce que l'opposition est ouverte à un dialogue ? Je ne parle pas d'un dialogue pour chercher à savoir qui avait tort depuis 2011, mais un dialogue pour trouver des solutions par rapport à la gestion, faire table rase, trouver des solutions par rapport à la gestion de la cité. Parce que c'est la question actuellement. Qu'est-ce qu'on fait de la Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce qu'on fait du système politique ivoirien? Parce qu'en ce moment, tout le monde, même de l'extérieur, voit qu'il y a des tensions. Ces perspectives. Donc, ce qu'on doit faire, c'est s'asseoir, discuter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y aura des législatives, certainement. Il y aura des locales. Qu'est-ce que l'opposition peut proposer? Une opposition ne vient pas seulement pour dire on ne veut plus. On ne veut plus du système, on ne veut plus. Qu'est-ce qu'on propose en alternance? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est maintenant du point de vue du président et du système établi. C'est mettre aussi les conditions du dialogue en place. Aussi laisser du lest parfois. Je pense que c'est aussi important, quand on est en situation de leadership, de dire, bon, vous avez assez crié, vous criez beaucoup, maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Nous, on veut vous écouter. On est prêt à laisser du lest, parce que dans cette opposition, il y a des technocrates, il y a des intelligences, il y a des gens qui ont des solutions. On peut les coopter, que ce soit pour le gouvernement, que ce soit pour d'autres postes administratifs, et puis essayer de voir comment travailler ensemble pour faire avancer le pays. Je pense que ça, c'est le grand défi du président Alassane Ouattara, réunir l'opposition. L'opposition aujourd'hui, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on avait des figures de proue, hein, Monsieur Lando en Côte d'Ivoire pour l'opposition. Aujourd'hui, cette opposition-là, est-ce qu'il faut nécessairement dialoguer avec les anciennes mastodontes de la politique ivoirienne? Je ne vais pas citer les noms ici, mais est-ce que justement il faut repartir vers ces grands-là? Non, on n'a pas le choix, parce que ces grands, qu'on le veuille ou pas, ils ont une certaine influence sur le système. Donc, si eux, ils acceptent d'aller à la table, les autres viendront à la table. Et je pense que c'est le véritable problème qu'on a aujourd'hui. Il y a cette bipolarité du système politique, cette guéguerre entre deux personnes, entre trois, un est parti, deux, qui continue. Et c'est ça, aujourd'hui, qui pose problème. Et vous allez voir
voir que le fait même que ceux qui ont décidé d'aller à la table de négociation ou ceux qui ont décidé de jouer le jeu démocratique en participant aux élections sont devenus des parias à la limite. C'est comme s'ils ont trahi une cause, c'est comme si ils n'ont pas respecté le mot d'ordre. Et je pense que ces leaders-là, ces vieux classiques de la politique ivoirienne gagneraient à mettre de l'eau dans leur vin. Et c'est là que je pense que le président Ouattara peut user de toute sa sagesse. Il est au pouvoir, il a le système en place. Je pense qu'il serait plus facile quand c'est lui qui va vers l'autre et qui l'invite à un moment donné pour, entre deux, d'abord dans une chambre, dans un tête-à-tête, qu'ils comprennent que nous sommes d'un certain âge, nous sommes en train de partir. Ne laissons pas en héritage, voilà, ne laissons pas en héritage la division, la guéguerre entre nous. Parce que c'est le risque aujourd'hui. Si aujourd'hui ces deux s'en vont et laissent en héritage cette division, cela va perdurer. Et vous parliez tout à l'heure de la succession de Ouattara. Réussir son mandat, c'est réussir sa succession. Ouais. Et si en 20 ans, le président Ouattara n'arrive pas à préparer une succession, ça veut dire que cela pose problème. Et aujourd'hui, on sait que c'est à la limite aussi, dans son camp, un problème. C'est une guerre ouverte qui va arriver quand le moment de la succession viendra. Il a encore l'autorité d'imposer quelqu'un et je pense que c'est là que nos chefs d'État doivent apprendre. Il faut que dans ton entourage, tu favorises l'émergence d'une figure qui, pendant que tu es là, pendant que tu as encore le pouvoir, une figure qui fasse l'unanimité de façon à ce que le moment venu, il y ait le moins de contestation possible, que ce soit son successeur. Et je reviens une fois encore sur l'exemple du Bénin, on l'a vu, le chef de l'État, durant 9 ans, bientôt 10 ans, a préparé quelqu'un pour lui succéder. Il ne l'a pas forcément préparé dans la logique qu'il lui succède, mais il a permis à ce jeune d'éclore, d'exprimer tout son potentiel, tout son talent. Et je pense qu'à un moment donné, c'est son talent, son leadership et sa capacité qui s'est imposé naturellement. Et ils le disent tous les ministres le disent, c'est le meilleur de la classe, c'est le meilleur élève de la classe. Donc on a beau ne pas être d'accord avec lui, mais on est d'accord sur une chose, c'est le meilleur de la classe. Donc on est au moins sûr à ce niveau-là et garanti que derrière le travail sera fait. Avant justement de revenir sur le point souligné par Monsieur Lando, Monsieur Ombago, on a vu que durant la prestation de la cérémonie solennelle et officielle, prestation de serment du président Alassane Ouattara, il y avait une flopée de chefs d'État africains qui sont venus justement assister à cette cérémonie-là. On va dire la diplomatie ivoirienne, c'est vrai qu'on n'a pas été de tout reproche, cette diplomatie-là, mais le président Alassane Ouattara a quand même brillé à ce niveau-là. Comment renforcer justement cette diplomatie africaine quand on a vu des très belles relations qui ont été tissées dans beaucoup de secteurs, que ce soit avec le Maroc, le Gabon et d'autres pays également? Alors, l'avantage du président Alassane Ouattara, justement, je pense que c'est sa diplomatie. Je crois que de la même manière qu'il y a des crises fortes en interne, que ce soit dans son parti, que ce soit dans le système politique ivoirien, il a aussi une main assez souple en ce qui concerne la diplomatie extérieure. On l'a vu avec le Sénégal, avec beaucoup de pays de la sous-région, et même au-delà de la sous-région, il a une maîtrise. Et même avec la France, il a une maîtrise de la diplomatie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le lui arracher. Donc, ce qui est là, c'est que s'il réussit à renforcer le système politique intérieur, sa diplomatie va s'accroître. Et sa capacité justement de réunir, sa capacité d'aller vers les autres chefs d'État, sa capacité de parler dans les situations de conflit, dans les situations de coup d'État, etc., va s'accroître parce qu'au moins chez lui, il aura réglé le problème de la crise politique interne. Donc à partir de ce moment, si ce problème-là est réglé, et je reviens un peu sur ce qu'il a énoncé tout à l'heure, c'est qu'on est aujourd'hui, il y a deux têtes dans ce pays qui sont face à face. Aujourd'hui, si cette tension est réglée, je vous assure que l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire sera extraordinaire. Parce que le grand danger, c'est que les deux partent et que ça reste. Parce qu'ils sont là, il y a des choses qui peuvent être gérées. Mais s'ils partent et laissent cette tension-là comme ça, ce sera ingérable.
à la fois à l'intérieur même du système étatique et à la fois dans les confrontations entre les opposants et le pouvoir en place. Donc, je crois que c'est maintenant, comme on disait, c'est maintenant que le président Alassane Ouattara doit s'asseoir et aller vers, ne pas hésiter, en tant que chef d'État, aller vers son ami, son frère, son homologue, mais aller vers lui et dire réglons ce problème et puis pensons à la Côte d'Ivoire d'abord. Il l'avait dit déjà lorsqu'il avait annoncé sa candidature que ce nouveau mandat allait être un mandat des défis et ces défis naturellement ça passe déjà, vous l'avez dit, le défi de la réconciliation, le défi de la stabilité, de l'union, de l'unification aussi, vous l'avez encore souligné sur ce plateau. Revenons un petit peu effectivement sur ce quatrième mandat, sur le volet purement et simplement économique. On a encore souligné, il y a une stabilité à ce niveau-là. On a vu également une flopée d'investisseurs. Le président Ouattara est vraiment allé chercher des investisseurs qui se sont installés en Côte d'Ivoire et qui ont créé par ricochet notamment des emplois pour cette population ivoirienne. L'autre grand défi, ça reste aussi cette stabilité sur le plan économique, notamment sur l'aspect des investisseurs, mon cher Lando. Oui, justement, je pense que la stabilité sur le plan économique découle de la stabilité politique. Les investisseurs, je pense que leur première préoccupation, c'est de sécuriser leur investissement. Et leur investissement est sécurisé quand ils sont sûrs qu'on a une certaine stabilité politique. Et c'est l'avantage qu'a eu le président Ouattara aussi. Ça fait 15 ans qu'il est là, il a rempilé encore pour 5 ans, ça fera 20 ans. Donc pour un investisseur, quand il a cette perspective-là, il est rassuré et il peut investir. Et c'est justement la préservation de cette stabilité économique, de la présence de ces investisseurs découlera forcément de la préservation et de la construction de la construction et la consolidation, j'allais dire, de la stabilité politique qui en soi n'est pas impossible. Je pense que chacun doit faire un pas vers l'autre en gardant à l'esprit que l'essentiel c'est la Côte d'Ivoire. Tant qu'on a cela, je pense que la Côte d'Ivoire n'a rien à envier aux pays de la sous-région. Vous parliez de diplomatie tout à l'heure. Je pense que le président Ouattara fait partie de cette vieille école-là qui maîtrise les subtilités de la démocratie et qui savent de la diplomatie, j'allais dire, et qui savent à quel point on peut en user pour la stabilité. Et aujourd'hui, je l'ai dit, je le répète, il a un certain leadership naturel dans la sous-région du fait de son ancienneté à son poste et aussi de son âge. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, à la limite, les chefs d'État de la sous-région, c'est naturellement qu'ils vont se réunir autour de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, le patriarche et qui constitue une figure de stabilité aujourd'hui. Et il l'a dit, c'est le mandat des défis et de la transition générationnelle. Vivement, vraiment qu'on puisse avoir cette transition générationnelle-là dans la paix et la stabilité, parce que, et je dis cela pour finir, n'oublions pas également la guéguerre qu'il y a du côté de la gauche, au niveau de l'opposition, qui est en train de s'entre-déchirer déjà. Donc ça fait que l'héritage politique de la figure emblématique de l'opposition ivoirienne aujourd'hui fait déjà l'objet d'un certain déchirement. Si à cela vient s'ajouter un tiraillement sur l'héritage politique de Ouattara et que tout cela s'ajoute au contexte de la confrontation entre les deux mastodontes de la politique ivoirienne, je pense que ça fera un cocktail explosif et nous sommes tous d'accord aujourd'hui que c'est pas ce qu'on souhaite en tout cas. La stabilité de la Côte d'Ivoire est importante pour toute la sous-région pratiquement. Et pour toute l'Afrique, on a simplement envie de le dire. Et je pense que le président Ouattara, vous l'avez encore dit, c'est vraiment, il a souligné que ce mandat, ça va être vraiment le mandat de la réalisation. Vous avez parlé justement on peut l'appeler ici passation de service, voilà, bientôt entre une nouvelle génération. On parle également de ce troisième mandat, parce qu'il sort d'un troisième mandat qui a été un peu mitigé aussi, beaucoup de réactions, vous l'avez encore souligné. Concrètement, qu'est-ce que le président Ouattara a perdu lors du troisième mandat qu'il aurait potentiellement gagné pour ce quatrième mandat? Alors, je pense que ce qu'il a perdu, c'est un peu la confiance des populations, la confiance dans sa capacité à respecter l'état de droit. Je pense que,
on trouve toujours des palliatifs par rapport à la Constitution, mais l'exemple du président Talon est quand même un exemple, un très bon exemple. C'est-à-dire qu'on sait ce qui doit être fait, on sait ce qu'on doit faire et on le fait, malgré ce que ça nous coûte. On le fait. Bon, je pense que le président Alassane Ouattara a pensé à maintenir la gouvernance. Peut-être qu'il avait d'autres projets à continuer. On ne va pas taper dessus, mais on va dire que c'est l'une des choses qui sera difficile à restaurer du point de vue des populations. Maintenant, c'est dans le travail, il faudrait qu'ils disent et qu'ils montrent par le travail que j'ai forcé, je suis resté. Maintenant, je vous donne les raisons pour lesquelles je suis resté. Maintenant, travaillons à consolider la nation, maintenir quand même le taux de croissance de la Côte d'Ivoire qui est autour de 6%. Dans un environnement où le monde est instable en ce moment, c'est quelque chose d'assez louable. Donc, continuons à travailler, continuons à bâtir le pays parce qu'il faut avouer, il y a des infrastructures. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas nier, comme il a dit pour le Bénin. Il est en train de bâtir le pays, oui, en train de construire. Le pays se construit, c'est tangible. Voilà. Donc, continuons dans cette lancée. C'est vrai que vous n'êtes peut-être pas satisfait de comment ça s'est fait, mais on peut travailler et faire avancer le pays. On peut travailler, faire avancer le pays. On a encore soulevé effectivement toujours ce point de convergence-là, notamment pour une stabilité à long terme et un héritage aussi de la paix, de la stabilité. C'est le leitmotiv du président Alassane Ouattara. Faut-il aujourd'hui, parce que tout à l'heure quand on parlait d'urgence, M. Londo, faut-il aujourd'hui pour le président Alassane Ouattara aller vers ce qui pourrait s'apparenter à un dialogue national? Est-ce trop tôt ou il faut laisser encore évidemment une marge? Non, moi je pense que ce n'est pas trop tôt. Et ce n'est pas, je suis tenté de dire trop tard, mais ce n'est pas trop tard non plus. Je pense que, en fait, c'est le défi de ce quinquennat-là. Et plutôt ici, mais mieux c'est. Donc je pense que très vite, aller à un dialogue politique qui, faut-il le rappeler, a longtemps été demandé par l'opposition. Mais le pouvoir estimait qu'il y avait déjà eu un dialogue, donc on n'avait plus rien à se dire. Mais je pense que maintenant qu'il est là et qu'il entame son mandat, il peut, et je pense même qu'il doit aller vers ce dialogue national-là, appeler toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire à se retrouver autour de l'essentiel, à essayer de contenter les uns et les autres, parce qu'aujourd'hui, en fait, on l'a dit, en rempilant pour un troisième mandat, il a brisé quelque chose dans son contrat avec le peuple. La meilleure manière de reconstruire cela, c'est de donner au peuple ivoirien en partant une Côte d'Ivoire unie et qui laisse derrière elle un bel héritage. Ces vieux démons. Et la meilleure manière d'y arriver, je pense que c'est d'aller vers ce dialogue national. Ce dialogue national, effectivement. Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu monsieur Didier Londo. Vous êtes président du réseau des jeunes béninois de la diaspora. Merci d'avoir en tout cas répondu à l'invitation du débrief. Merci, ce fut un plaisir. Et juste en face de vous, Joël Nathan Ombago, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir aussi répondu à l'invitation du débrief. Merci, très belle émission. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, excellente suite des programmes sur nos antennes.